a précisé Myriam, je suis responsable du pôle scientifique qui est basé à Toulouse, où nous travaillons beaucoup sur la donnée du spatial, mais également avec l'intelligence artificielle qui nous permet d'ouvrir nos chakras et d'aller beaucoup plus loin et de voir tout le panel des possibles qui est possible de faire avec le spatial et l'IA. Ok, et Arthur Vesser, donc je porte l'offre intelligence artificielle pour une entité de Capgemini qui fait un focus particulier sur les clients dans le secteur industriel. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'IA au service du bien commun avec deux sujets, un focus sur deux sujets spécifiques qui sont BFM et Blue Eye. Donc, je vais vous parler plutôt du côté BFM pour ma part. Donc, chez Capgemini, comme vous l'avez, nous exploitons la donnée du spatial qui, associée à l'IA, propose de nombreux services pour le bien commun. Et c'est pour cela que nous avons créé et proposons une plateforme d'aide à la décision qui s'appelle GeoApps, qui associé à l'IA nous permet de faire, comme à gauche, tout ce qui est suivi de la reforestation, donc faire un suivi sur la repousse des jeunes arbres, ou à droite, toute la partie débris spatiaux, puisqu'il y a une nouvelle pollution qui est invisible pour nous, petits terriens. Il n'empêche qu'il y a énormément de débris spatiaux au-dessus de notre Terre, de notre planète, et qui peuvent être problématiques, notamment pour tout ce qui est mission spatiale, que ce soit habité ou non, et donc tout ce qui est lancement, comme on a pu le voir ces derniers jours. Donc, il est important de pouvoir détecter les manœuvres de ces débris, et donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons également. Et donc, comme disait Arthur, nous allons faire un focus sur un de nos assets qui est la gestion des risques et notamment au niveau des risques d'incendie. Donc, avec la physique et la donnée du spatial, directement, nous allons pouvoir obtenir ces deux cartes ci-dessous. En bas à gauche, c'est les zones brûlées et en bas à droite, ce sont les fronts de feu, donc vraiment où le feu est actuellement. Et avec l'IA, nous voulons aller plus loin puisque nous voulons justement aller jusqu'à la prédiction. Donc c'est pour ça que nous proposons Blackfire Map, qui est donc toujours un outil d'aide à la décision, et son but est vraiment d'aller dans la prévention et la gestion du risque d'incendie. Donc ce service utilise la donnée météorologique et spatiale pour classifier l'ensemble des zones géographiques et donc pouvoir aussi calculer les risques d'incendie. Nous allons donc sur la partie détection ou classification. Nous allons récupérer l'information physique issue du spatial, et donc comme des indices radiométriques, par exemple, qui sont basés sur les propriétés physiques des surfaces telles que la végétation, l'eau. Et nous allons réaliser différents traitements sur ces sujets, comme le calcul de l'entropie, le seuillage des filtres. Et donc, ainsi, nous allons pouvoir extraire à partir, par exemple, de ces extraits d'images, des éléments comme les plans d'eau, les zones agricoles, les zones d'ombre, qui vont nous donner des informations aussi de hauteur ou supposer ce qu'il y a derrière, ainsi que les zones végétales. L'idée ici, c'est de combiner ces informations et d'aller encore plus loin grâce à l'IA. L'IA se fonde sur des approches mathématiques et statistiques et se compose de deux phases. La première consiste à estimer les modèles à partir de la donnée. Donc ça, c'est la première phase qui est la phase d'observation. Et une deuxième phase qui se base sur qui consiste à soumettre les nouvelles données au modèle. Et donc là, on est plus sur une phase de mise en production. Et c'est ainsi que nous obtenons des classifications précises, comme on peut le voir sur ces images. Et donc, on va pouvoir détecter les routes, les bâtiments, les zones végétales, les zones d'eau, etc. Les outils aujourd'hui qui sont fournis notamment par Météo France en lien avec les risques d'incendie, c'est un indice de forêt météo qui lui est basé sur la météo. Donc c'est important, mais quand on pense aux incendies, il y a une très forte influence de l'humain. 90% des départs de feu sont quand même d'origine anthropique. 80% des feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations. D'où l'intérêt d'avoir cette classification d'occupation des sols
avec ces indices de météo, puisque ça permet justement d'avoir une information d'indice de risque plus complet. Et en espérant pouvoir justement essayer d'éviter plus de 50% de ces feux, ce qui serait envisageable. Donc sur la partie de gauche, donc pour éviter tout effet démo et de changement d'écran, etc., je vous montre plutôt un film de notre application. Ça permettra de vous montrer cette overview, mais n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous voulez une vraie démo en live. Je me ferai un plaisir de vous le montrer. En tout cas, voilà, via ce film, ça permet de vous montrer les différentes possibilités sur ce sujet-là notamment. Et donc, ça permet donc de définir différentes cartes, comme je vous l'ai dit ici sur la zone de... Hop là, mince, ça reste l'effet démo. Je voulais accélérer la vidéo, mais je l'ai raté. Je l'ai par ici. Où là, je vais faire pause, comme ça vous permet de voir la carte, notamment de risque, qui est basée sur la zone d'occupation des sols, plus les informations donc, de l'indice météo. Et donc, ça prend en compte l'occupation des sols, la topographie, etc. Et donc, ça permet de savoir notamment les zones qui sont les plus à risque, les zones qui sont difficiles d'accès, puisque la topographie est importante pour savoir si on va pouvoir accéder aux mesures terrain, enfin, pour pouvoir aller sur les lieux d'incendie, notamment pour les pompiers, etc., pour pouvoir éteindre ces feux. Suite à ce projet, il y a un autre projet qui a été lancé par les équipes d'Arthur qui s'appelle Vulk. Et je le laisse expliquer cette suite. Ok. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que sur l'application FireRisk, en fait, FireRisk permet de prédire quelles sont les zones à risque. À risque dans le sens où il y a une forte probabilité pour qu'il y ait un départ de feu. Voilà, Sandrine, si tu peux me redonner juste le contrôle, ce serait pratique. Donc, Je l'ai fait normalement. ok, petit aléa, hop, il y a un petit temps de latence. C'est pas encore bon. Donc, pas encore bon. Voilà, c'est bon à nouveau. Merci. Donc FireRisk permet de détecter les endroits avec les zones à risque, zones de départ de feu à risque. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir aider les pompiers, non pas simplement à savoir quels sont les endroits qui sont à risque, parce que ça, d'une certaine façon, les pompiers en local, ils ont connaissance de leur terrain, mais c'est également de rajouter une prédiction sur la propagation du feu en temps réel. Donc la difficulté, c'est les zones à risque, ça apporte une certaine information. Maintenant, les pompiers, quand ils veulent intervenir, ils doivent se poser la question de dans quelle direction va se propager le feu et sous combien de temps. Donc la notion de temporalité est importante parce que évidemment, les pompiers, s'ils se dirigent tout de suite dans la zone de départ du feu, si ça prend une demi-heure ou trois quarts d'heure pour se rendre à cet endroit-là, c'est déjà trop tard, puisque du coup, il y a un front de feu qui vient se décaler. Donc l'idée, c'est en partant des zones à risque et en tenant compte de la météo, donc notamment le facteur le plus important pour la propagation du feu, ça va être l'orientation et la vitesse du vent. Donc ça, c'est des paramètres d'entrée qui nous permettent de prédire la propagation en temps réel du feu. Un autre point important qui est à prendre en compte dans le projet Vulcain, c'est également que l'inflammabilité, c'est de se dire, bah, évidemment, lorsqu'on est dans une forêt avec un vent important dans une certaine direction, la vitesse de propagation du feu n'est pas la même que lorsqu'on est dans une zone d'habitation ou évidemment, a fortiori, lorsque ça passe par des étangs ou des zones humides. Donc c'est de prendre en compte l'ensemble de ces critères pour être capable de fournir ces informations en temps réel à des équipes voilà, qui seraient capables ensuite, évidemment, d'éviter aussi les pertes humaines. C'est évidemment un point important. Il y a l'aspect environnemental et l'aspect humain. Donc là, on vous a présenté deux sujets qui sont FireRisk et Vulcain. Donc, et on travaille actuellement avec les pompiers pour le déployer. Donc en sujet toujours orienté sécurité environnementale, environnement et sécurité des personnes, on travaille sur un sujet qui s'appelle Blue Eye.
qui est un sujet de respect des distanciations sociales. Donc le principe, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit d'appliquer des gestes barrières, donc le port du masque ou les distanciations sociales, autant le port du masque est quelque chose qui est évident, autant les distanciations sociales, c'est quelque chose qui est du domaine du ressenti, on imagine qu'on se trouve à 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres d'une autre personne. Et c'est assez compliqué de rester vigilant sur cette partie-là. Donc notre but, c'était de créer une box qui soit capable d'envoyer un signal d'alerte lorsque les distanciations sociales ne sont pas respectées. C'est ça le but du projet. Donc la difficulté qu'on a pour mener à bien ce projet, c'est qu'on souhaite construire une box qui soit totalement autonome, qui soit calibrée dans le sens où la distanciation entre les personnes va tenir compte évidemment des notions de perspective. Troisième point, c'est que ça doit couvrir une surface assez importante, de l'ordre de 100 mètres carrés. Et dernier point, c'est que ça doit fonctionner quelles que soient les conditions de luminosité, que ce soit en intérieur, en extérieur, voilà, avec une simple caméra, pas de caméra infrarouge qui permettent de voir dans le noir notamment. Voilà, afin évidemment de permettre la reprise des activités et d'assurer la sécurité des personnes. Donc, dans les secteurs potentiels, il y a évidemment, on peut imaginer plein de choses, mais notamment les centres commerciaux, le tourisme, les villages vacances par exemple, et tout ce qui est lieux publics. Donc, lieux publics, c'est les aéroports, les gares de train. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail de la partie IA de Blue Eye, la principale difficulté pour être capable de mesurer les distances entre les personnes, c'est avec une simple caméra d'arriver à évaluer cette notion de perspective. Donc c'est ce qu'on voit en fait sur le schéma du dessus. Sur le schéma du dessus, on voit des personnes, mais c'est globalement assez simple. On a un certain nombre de pixels éventuellement qui correspondraient à la distance entre deux personnes, mais être capable de l'évaluer dans l'espace réel. On a utilisé un process qui se décompose en plusieurs étapes. Premièrement, il faut évidemment détecter les personnes. Donc ça, détecter des personnes, dès qu'on parle d'intelligence artificielle et donc d'algorithmes éventuellement de deep learning, il y a deux façons de faire. Soit on est dans un cas qui est très spécifique, qui n'a pas été vu auparavant, sur lequel il n'existe pas de librairie sur étagère, et dans ce cas-là, on fait un entraînement par soi-même, c'est ce que présentait Sandrine tout à l'heure, donc un entraînement et une phase d'apprentissage et ensuite une phase de prédiction. Dans le cas de la détection des personnes, aujourd'hui c'est un problème qui est très connu et sur lequel on a utilisé une librairie qui existe, qui s'appelle YOLO, en version 3 et même en version 4 qui vient de sortir il y a à peu près 3 semaines, qui permet de détecter des centaines, je crois que c'est 9000 objets différents selon ce qu'on utilise, et donc qui fait notamment la détection de personnes. Donc ça, c'est notre base au départ. Voilà, c'est de commencer par détecter les personnes. Donc ça correspond à ce qu'on voit sur cette image, le rectangle qui se met autour de la personne. Donc ensuite, comment, à partir de ce rectangle-là, on est capable d'estimer la distance entre les personnes. Donc là, c'est évidemment pas. La première approche naïve, c'est de prendre le centre des box, de mesurer la distance entre le centre des deux box, ici parce qu'on est deux, mais si on était 5, 10 personnes, ce serait évidemment par rapport à chacune des autres personnes qui seraient présentes. Donc une fois qu'on a cette distance-là, ça nous donne une distance en termes de nombre de pixels. Ça ne nous donne évidemment pas une distance en mètres. C'est ça toute la difficulté. Donc une approche un peu naïve serait de comparer, pour avoir une échelle de grandeur évidemment, de comparer cette distance, ce nombre de pixels qui représenterait ici une diagonale, avec la hauteur d'une personne, qui correspond approximativement à, mettons, 1,70 m, 1,75 m, si on prend hommes et femmes confondus. Donc ça fonctionne bien si jamais les deux personnes se trouvent dans le même plan. Le problème, c'est que dès qu'une personne se trouve l'une derrière l'autre, évidemment, ça marche plus du tout. C'est pour ça qu'on parle de calibration. Et voilà, donc il y a plusieurs techniques qui permettent de travailler sur ce problème. Lorsqu'on regarde l'état de l'art, il y a ce qu'on appelle l'homographie. L'homographie, c'est en prenant 4 points sur l'image et en ayant les coordonnées absolues, c'est-à-dire dans la réalité de ces 4 points par rapport à la caméra, on est capable de reconstruire la totalité de l'espace. Le problème de cette méthode-là, c'est qu'elle est relativement approximative parce qu'elle ne tient pas compte des distorsions de l'image. Dans le sens où, lorsqu'on est bien au centre de l'image, c'est correct, mais dès qu'on commence à s'éloigner un petit peu sur les bords, ce dont on s'est aperçu avec les tests, c'est que ça ne respectait plus du tout les distances. C'était complètement faussé. Donc là-dessus, en fait, on vient faire une calibration qui correspond, alors si je fais une version simplifiée, quand on voit les post-it ici par terre, on connaît la position globale de ces post-it
et on est capable de les situer également sur l'image lorsqu'on impose les conditions. Les conditions de la caméra, c'est-à-dire la hauteur de la caméra et l'angle d'orientation. Donc le but, c'est d'être capable justement de procéder à cette calibration. Et en fait, si je résume, en prenant la position des pieds qui correspond au milieu en bas de la box des deux personnes, on se sait où se trouve la personne. Et grâce à cette calibration selon les axes X et Y, on est capable d'arriver à retrouver les coordonnées globales, grand X, grand Y, qui positionnent les deux personnes dans l'espace. Et ainsi, on est capable de mesurer la distance entre deux personnes en faisant une distance euclidienne qui est la racine carrée des différences selon les deux axes. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette calibration et qu'on a déterminé la position dans l'espace de chaque personne, ensuite on a une matrice des distances entre personnes, parce qu'on se trouve avec plus de 2 personnes, 3 à 4 personnes, et il n'y a plus qu'à afficher la distance de la personne la plus proche, qui correspond à ce qu'on voit ici, par exemple 4,73 m. Donc tout ça en tant compte de contraintes qui sont assez fortes, qui est évidemment, on en parlait tout à l'heure, la puissance de calcul limitée. C'est-à-dire que là, il faut imaginer qu'on est sur une box, que je vais montrer juste après, qui fait à peu près 10 cm de côté. Donc évidemment, on ne peut pas mettre un ordinateur puissant à l'intérieur. D'une part, en termes de taille, ça ne fonctionnerait pas. Et d'autre part, évidemment, en termes de coût, ce n'est pas non plus approprié. Donc il existe les grands du secteur, typiquement Google, Intel et Nvidia, qui vont en fait fabriquer des mini PC intégrés, qui sont la Nvidia Jetson Nano, Intel Upwards et, Google Coral, qui sont les trois plateformes qui peuvent être utilisées. Donc, 3 technologies différentes avec chacun leurs bénéfices, leurs inconvénients, leurs puissances qui sont différents, les coûts évidemment qui sont différents. Donc, le tout, c'est d'arriver à trouver le meilleur ratio performance de calcul qui permet d'afficher un nombre d'images par seconde supérieur à 5 avec une latence relativement faible, tout en ayant un coût réduit et évidemment un espace, un encombrement qui soit assez réduit. Voilà. Alors, en termes de communication, évidemment, sur cette box, il y a plusieurs sorties possibles. Première sortie qui est évidente, qui correspond à un écran. Donc, un écran qui nous permettrait d'afficher, par exemple, ce qu'on voit ici sur cette vidéo, les distances, mais même sans afficher les distances, à minima, les personnes qui permettent qui se voient lorsqu'elles sont trop proches. Deuxième moyen de communication, c'est par LED. Donc on va afficher un signal lumineux. Et troisième point, c'est un signal sonore, donc de type buzzer ou de type haut-parleur, selon qu'on se trouve dans un accueil ou sur un espace de travail où on n'a pas forcément envie d'avoir un haut-parleur qui lance un message. Voilà. Donc il y a plusieurs modes de fonctionnement qu'on a envisagé pour ce projet Blue Eye et pour cette Blue Box. Premier mode, qui est le mode simple, c'est le mode standalone Blue Eye Box, donc qui est simplement, on positionne la box et par signal sonore et par LED, on affiche lorsqu'il y a 2 personnes qui ne respectent pas les distanciations sociales, on envoie un message d'alerte. Step 2, c'est l'infrastructure de supervision, qui est le mode au-delà, c'est-à-dire qu'on va envoyer en basse fréquence dans le cloud des informations pour dire attention, à telle heure, à tel endroit, il y a eu un non-respect de distanciation sociale. Troisième étape de maturité, c'est de mettre en place une plateforme de service étendu qui inclurait donc une détection du port du masque, une utilisation du gel hydroalcoolique par exemple, un comptage de personnes et une détection d'humeur. Donc tout ça, mis à part l'utilisation du gel hydroalcoolique, c'est des choses qu'on est capable de faire, qu'on sait faire dans le cadre d'autres projets et qu'on est en train de mettre en place et d'intégrer sur cette Blue Eye Box. Et dernière étape dans la chaîne de maturité, c'est le step 4, c'est d'avoir la notion de supervision intégrée et d'intégrer ça directement dans le SI client. Donc plus simplement une plateforme mise à disposition pour un client, mais directement dans le SI client qui puisse derrière l'utiliser comme bon lui semble. Voilà un exemple également de dashboard qui peuvent être faits. Donc là, c'est dans un village vacances où on voit éventuellement les alarmes qui sont en cours, la couverture du site avec un histogramme des alarmes par zone du site et par heure, par créneau en fait dans une journée. Donc on peut imaginer beaucoup de choses ensuite qui peuvent aller au-delà et qui permettent d'améliorer ce qu'on voit aujourd'hui dans certains supermarchés qui est uniquement du comptage de personnes pour ne pas dépasser un certain quota. Donc maintenant, je pense qu'on va passer sur la partie questions. Myriam, Oui, si tu es toujours là, est-ce que je suis toujours là. Merci pour cette présentation.
Alors, une première question sur l'utilisation là, de la technologie que tu as présentée là, c'est est-ce que tu peux en dire un peu plus sur Blue Eye, donc Ok, technologie de computer vision, enfin de ouais. Ok, très bien. Alors là, en l'occurrence, et puis la sur notre... différence du coup avec ce qu'a présenté Sandrine au début, Oui, alors là, les sur l'aspect mécaniques. ouais. L'aspect technologique, là, on est sur, en l'occurrence sur notre prototype, on est sur une carte qui est une NVIDIA Jetson Nano, voilà, qui est en OS, on est sur Ubuntu, et on développe directement en Python en utilisant des librairies. Typiquement, j'en ai cité une, c'est YOLO V3 dans cette vidéo, et on est passé récemment sur YOLO V4. Voilà. Et ensuite, la partie calibration, ça, c'est un algorithme maison, donc c'est pas du tout sur étagère. Voilà, pour faire assez simple. Super. Euh, Sandrine, tu peux expliquer un peu le mode de fonctionnement sur la partie analyse d'images satellites? Alors nous, en fait, pour les sujets d'observation de la Terre, très souvent, des random forests vont être suffisants. Après, suivant la détection, comme fait Arthur, on va plus partir effectivement aussi sur des outils de type YOLO pour faire la détection vraiment spécifique d'objets ou, ou d'êtres humains ici. Après, pareil, on code sur du Python. Nous, on est sur des serveurs traditionnels. Après, si on fait sur la détection de bâtiments, par exemple, on va plus aller sur des technos plutôt GPU, puisqu'on aura besoin d'une force de calcul assez forte. Dépend des sujets. Une question sur la combinaison de ces technologies avec, avec le terrain, en fait, les capteurs terrain. Comment vous créez l'interface entre les données terrain et ce que vous récupérez de, notamment des données satellitaires? Pardon, pour faire tout ce qui est validation terrain, Oui. Alors, en fait, soit on va faire des campagnes terrain, par exemple, tout ce qui est suivi agricole, on va, souvent, on va s'associer avec des laboratoires pour aller faire les campagnes terrain pour justement faire la validation. Ensuite, il y a d'autres sujets comme les feux. Donc là, ça sera plutôt se baser sur les informations que l'on a à partir d'incendies passés et en essayant de définir effectivement quelles ont été les zones impactées. De plus, il faut savoir que les pompiers ont déjà une carte de feu, une Black Fire Map, mais qui est statique, qui se met à jour que tous les 3 ans, et encore s'ils arrivent dans les casernes à les avoir. C'est un gros problème. Du coup, on a pu vérifier effectivement que l'on avait bien pris en compte tous ces aspects. Et voilà, pour tout ce qui est validation terrain, c'est comme ça que l'on procède. Donc, soit on va sur place, ou soit on va trouver les historiques parce que ce sont des données qui sont accessibles. Merci. Est-ce que sur les questions parce qu'on a eu un webinar aussi juste avant sur la partie éco-responsable, ça rejoint ces questions-là. Comment l'IA en fait peut soutenir à réduire les impacts environnementaux? Est-ce que vous avez des exemples concrets à partager là-dessus, ou sur par exemple le suivi des empreintes carbone? Ou des choses à un niveau européen ou mondial? Alors, par alors, exemple, il y a... Pardon, excuse-moi. non, non, je t'en prie, vas-y, Sandrine. Sur le sujet de la détection des objets spatiaux, par exemple, il y a des méthodes qui existent pour détecter les objets spatiaux, mais pas de façon automatique. Et les méthodes simples demandent beaucoup de temps de calcul, donc c'est très lourd et donc très consommateur au niveau machine et exploitation de machines. Et là, l'idée, c'est d'utiliser des outils d'IA qui évite tous ces calculs trop lourds pour justement éviter d'avoir un impact dû au process des calculs, et faire en sorte d'éviter de trop consommer à ce niveau-là. Donc on fait assez attention suivant les problématiques pour essayer de choisir les méthodes ou d'aller encore plus loin dans l'IA pour justement essayer d'associer l'objectif de notre des objets spatiaux
mais en plus, en faisant attention au temps de calcul et à toute cette consommation calcul machine, et de faire en sorte que ce soit rapide pour éviter de trop consommer, notamment. Après, on a d'autres outils sur plutôt où on va travailler sur tout ce qui est impact écologique avec les données spatiales et notamment climatiques. On va avoir toutes les informations donc, de particules atmosphériques. Et là-dessus, on a une application qui s'appelle Assist, qui permet justement de combiner l'information des vols des avions ou des avions qui sont à l'arrêt dans les aéroports, et d'avoir toutes les informations de particules atmosphériques pour calculer tout ce qui est encrassement, corrosion et abrasion des appareils. Parce que de nouveau, si ces avions ont trop reçu d'impact atmosphérique, ça provoque des changements d'avion trop réguliers. Donc l'idée, c'est de prédire, d'aller dans la maintenance prédictive et de pouvoir anticiper ces maintenances et éviter tout souci aussi écologique, etc. Alors, tu dois aussi avoir d'autres sujets. Ouais, alors par exemple, on a un sujet en cours qui s'appelle Sustainable AI, où l'idée, c'est ce que tu disais, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que ce qui est très consommateur en termes d'énergie, c'est évidemment les phases d'entraînement des modèles de machine learning. Et notre projet Sustainable AI, justement, il vise à regarder quelles sont les consommations et différentes architectures de réseaux de neurones qui existent. Donc ça, c'est un point qui, je pense, aujourd'hui est assez intéressant parce qu'on n'en prend pas forcément trop la mesure. C'est-à-dire qu'on va souvent lancer un modèle qui nous semble performant sans se poser forcément la question des performances énergétiques. Or, C'est ça. si c'est lancé une fois, c'est pas forcément très grave. Lorsqu'on a un modèle de machine learning qui passe en production et qu'on veut remettre à jour ce modèle en faisant un réentraînement, si de façon régulière, périodique et régulière, il y a un réentraînement qui est fait, autant choisir un modèle qui soit moins consommateur de ressources. Des Exactement. as- Mm. Il y a d'autres outils, ça me fait penser aussi à un autre projet sur lequel on travaille, qui est d'utiliser le renforcement de learning pour tout ce qui est optimisation de lancement de tâches et de lancement de jobs sur des clusters ou des clouds, pour justement optimiser quel process on va lancer en priorité par rapport à quelles données, combien de serveurs on va mettre en place, histoire d'être plus flexible justement sur la quantité de ressources informatiques à mettre en place suivant les traitements informatiques à mettre. Ouais. Un autre exemple aussi pour appuyer tout ça, c'est on a un sujet en cours avec un client dont je peux pas citer le nom, mais qui justement vise à essayer de réguler, on appelle l'HVAC. HVAC, c'est ce qui permet de réguler la température, l'humidité, enfin différents paramètres environnementaux, notamment température et humidité. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, imaginons par exemple que je souhaite refroidir une pièce, un environnement de production. Si jamais, par exemple, il est 17h ou 18h ou 19h et que la nuit approche, c'est peut-être pas la peine tout de suite dans ma boucle de régulation d'envoyer un flux important, de consommer une énergie importante pour refroidir la pièce, sachant que l'extérieur va se refroidir. Donc on peut utiliser des méthodes prédictives de ce type-là pour éviter justement la surconsommation. Voilà. Merci. Alors c'est intéressant. Alors ce matin, justement, sur la question des impacts des algos quand on fait tourner les serveurs, etc., il y a Vincent qui en a parlé et il a donné un exemple aussi dans l'industrie, donc une industrie qui produit des œufs à grande quantité et l'utilisation du computer vision pour détecter les défauts et finalement permettre aussi de réduire le gâchis dans la production. Donc il y a aussi pas mal d'actions et d'usage de l'IA qui peuvent être aussi indirects, mais permettre finalement une action environnementale et une action durable. Bon, je pense qu'on va clôturer le webinaire s'il n'y a pas d'autres questions.
Je vous invite à consulter, je mets dans le chat le lien pour les prochains webinaires sur cette thématique IA au service du bien commun. Le prochain étant à 15 h avec l'IA au service du citoyen. On va parler Smart City, mais aussi l'IA pour les services publics, notamment les services de santé. Et à 18 h avec l'IA éthique et de confiance. Voilà, comment construire une IA qui respecte les guidelines, notamment recommandées par la communauté européenne. Je vous remercie à tous et merci Arthur, merci Sandrine pour cette présentation. Vous pouvez contacter voilà, les experts directement via les mails suivants. Et vous avez sur le site d'Exploria encore plein d'autres ateliers qui sont à votre disposition, sachant que la plupart sont ouverts à tous pour vous renseigner, vous former ou mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous, bonne Merci. journée. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.